bonjour à tous. Alors, c'est parti. Alors effectivement, je vais vous raconter comment on passe de LinkedIn, c'est trop risqué, à la création d'une équipe dédiée pour accompagner le COMEX et les collaborateurs et surtout obtenir des dirigeants qu'ils publient sur LinkedIn. C'est possible, je l'ai vécu et je vais vous le raconter. D'abord, je vous propose de se remettre en tête le sujet avec quelques chiffres. LinkedIn, c'est, vous le savez peut-être, 1 milliard d'utilisateurs dans le monde, 33 millions en France, c'est-à-dire près de 90% de la population active. Mais surtout, c'est 72% de l'audience qui est réalisée en dehors de l'Île-de-France. Donc, ce n'est pas une plateforme qui est réservée ni aux Parisiens, ni aux urbains, malgré les a priori. C'est vraiment devenu le réseau social B2B de référence. On sait aussi aujourd'hui que 92% des décideurs B2B, et je pense que vous en avez dans vos clients, font davantage confiance à un contenu qui va être publié par un expert de son secteur plutôt qu'à celui d'une entreprise. Donc l'influence individuelle est vraiment devenue au fil des années un levier de crédibilité et de conversion. On sait aussi que les contenus qui sont portés par les collaborateurs vont avoir jusqu'à 8 fois plus d'engagement que ceux qui sont publiés par les pages corporate. Ça, plusieurs études le disent encore aujourd'hui. Donc on se rend compte que l'algorithme LinkedIn va beaucoup plus valoriser l'humain. Et l'humain, c'est vous, c'est vos leaders et vos collaborateurs. Donc vous l'aurez compris, LinkedIn est aujourd'hui un canal incontournable si on souhaite faire rayonner les expertises, les convictions et les valeurs de son entreprise. C'est plus juste une plateforme de mise en relation, une plateforme de recrutement. C'est bien plus que ça. C'est devenu un lieu de conversation, un lieu d'information. Beaucoup de personnes viennent aussi y chercher des informations comme si c'était une plateforme média. Et c'est aussi devenu un outil de rayonnement collectif et individuel. Donc accompagner ses leaders et ses collaborateurs dans leur prise de parole sur LinkedIn, c'est vraiment investir dans la confiance, la visibilité et l'impact, là où les conversations professionnelles se font aujourd'hui. Chacun a le pouvoir d'avoir le réseau, les connexions qui sont en lien avec son quotidien professionnel, mais prendre la parole sur LinkedIn, c'est en quelque sorte une délégation de prise de parole et ça peut être vraiment très puissant comme outil. Et c'est justement ça qu'on appelle la leader ou l'employé advocacy. Des programmes qui consistent à inciter les leaders d'un côté et les collaborateurs de l'autre à utiliser leurs propres réseaux sociaux pour promouvoir leur entreprise, ses expertises, les offres, et à devenir des vrais ambassadeurs de la marque. Et je pense que vous le savez aussi, mais adapté aux fonctions commerciales, on va parler plus de social selling. Et le social selling, c'est comment je réussis à utiliser LinkedIn dans mon quotidien professionnel pour faire de la veille, développer ma connaissance client, notamment en amont d'un rendez-vous pour me préparer, mais aussi comment je vais construire mon réseau externe, comment je vais aller chercher mes clients, mes prospects de ma zone de chalandise, comment j'interagis avec ces différents interlocuteurs et comment je crée un climat de confiance. Et comment je participe bien sûr à la visibilité des offres et des expertises de mon entreprise et comment, in fine, je booste le business. Donc, ce n'est pas l'objet de ce que je vais vous raconter aujourd'hui, mais en tout cas, c'est important de savoir qu'on peut avoir un focus très spécifique sur les fonctions commerciales. Et donc à la Poste, on a compris tout ça et on n'a pas développé une seule fois cette démarche, mais on l'a fait 2 fois. J'ai construit et déployé 2 fois une démarche advocacy dans 2 branches différentes. Donc je vais vous raconter un peu comment j'ai construit tout ça. Et à chaque fois, en fait, j'avais des contextes distincts et donc j'ai dû ajuster la stratégie. Au début, donc j'ai été, comme le disait tout à l'heure la personne qui m'a présentée, dont j'ai oublié le prénom, désolée. J'étais donc dans la branche service courrier colis, qui est la branche historique de la Poste. Et là, j'étais responsable communication digitale. Et je suis arrivée dans un contexte un peu particulier où il y avait toute une refonte de l'écosystème digital et la définition d'une nouvelle stratégie social media. D'ailleurs, Invox nous a accompagnés depuis le début dans ce projet. Sauf qu'en 2019, vous savez bien ce qui s'est passé, le Covid a frappé et notre DG, qui était déjà un peu frileux, l'était encore plus compte tenu du contexte, et il a tout voulu mettre en stand-by.
Pourtant, dès les premiers jours du confinement, on s'est rendu compte que de nombreux dirigeants prenaient la parole et que ça devenait presque une évidence d'être sur LinkedIn, en tout cas pour les dirigeants. Les prises de parole prenaient vraiment un nouveau tournant. Et c'est vraiment ce moment-là qui l'a fait changer d'avis. Et il s'est dit, bon, bah, ok, allez, on y va. Donc on a lancé notre programme de Leader Advocacy en plein confinement. On a choisi de faire un onboarding collectif. Donc on n'avait que des leaders, que des membres du COMEX dans cette branche-là. On a fait un onboarding collectif en 2 sous-groupes et moi je travaillais au quotidien avec un référent, donc quelqu'un de très proche du dirigeant qui me permettait d'avoir connaissance de son agenda, d'avoir les éléments de langage, enfin d'avoir vraiment une relation au quotidien sans avoir à être en contact direct avec l'ambassadeur. On a accompagné aussi pas mal, évidemment, la mise à jour du profil, mais surtout, on a travaillé sur une ligne éditoriale individuelle, grâce à un échange de proximité avec l'ambassadeur pour déterminer quelle tonalité il voulait avoir, comment il voulait être perçu, quels étaient aussi ses objectifs de prise de parole sur LinkedIn, les sujets qu'il voulait porter. Ensuite, évidemment, chacun avait un planning personnel. Et puis, on faisait des propositions, je faisais avec Invox des propositions de poste à ces différents ambassadeurs et on suivait les indicateurs de manière mensuelle. Les résultats ont été très encourageants très vite. On a onboardé 7 ambassadeurs. Une fois la démarche lancée, on avait une moyenne de 2 à 4 postes par mois par ambassadeur. On avait un taux d'engagement entre 2,5 et 6,5 par ambassadeur aussi, des vues de postes qui décollaient et surtout des communautés qui ont grandi au fil du temps. Et tout ça avec seulement une ressource, puisqu'en fait, à l'époque, j'étais la seule à travailler sur le sujet. Alors bien sûr, j'avais le soutien d'Invox, mais voilà, c'était un format un peu restreint en termes de ressources pour y travailler. En 2023, j'avais envie de nouveaux challenges professionnels et on m'a proposé de rejoindre une autre direction de la communication, enfin une direction de la communication d'une autre branche, de la branche grand public et numérique, sur un tout nouveau périmètre puisque la DG de cette branche a décidé de créer un nouveau pôle de communication d'influence. Et comme j'aime les challenges, évidemment j'ai dit oui, sinon je ne serais pas là à vous raconter cette histoire. Et là, tout était à construire. On partait de zéro. Seule la DG était accompagnée dans ses prises de parole. Donc, il y avait vraiment tout à faire. Et cette fois-ci, j'étais plus toute seule. J'avais une équipe. Enfin, j'ai une équipe aujourd'hui de 2 collaboratrices qui m'accompagnent à la fois dans la construction de la démarche, dans son déploiement, dans toute la partie run. Et bien sûr, j'ai toujours Invox à mes côtés. Et donc la raison d'être de ce pôle, c'est d'amplifier la présence et l'influence de la branche à laquelle j'appartiens aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour développer à la fois la notoriété de notre activité, la visibilité de la Poste bien sûr, mais aussi pour illustrer la transformation et la modernisation du groupe parce que je pense que vous le savez, il y a pas mal d'a priori encore sur la Poste. Et donc, en réponse à nos défis stratégiques, on trouvait que c'était un bon levier aussi, complémentaire à tous les autres leviers, de développer une stratégie de ce type. Donc, j'ai travaillé à la fois sur une stratégie leader advocacy pour tous les membres du COMEX et une stratégie d'employé advocacy. Et je vais vous raconter un peu plus en détail. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que en fonction de l'endroit où se situe la personne sur la pyramide, on va parler soit de leader advocacy, soit d'employé advocacy, et on va avoir un surtout, c'est ça qui compte et qui est important par rapport aux ressources qu'on y consacre et au budget, c'est qu'on va avoir un niveau de personnalisation de la démarche qui va être plus ou moins important. Évidemment, quand on s'adresse aux leaders, ils ont beaucoup moins de temps, donc on va être sur une personnalisation de la démarche qui est très importante. Voilà, donc ce qu'on a fait dans cette branche-là, c'est que contrairement à ce que j'avais fait dans la précédente, j'ai choisi de faire un onboarding individuel, parce que comme j'avais les 2 démarches à mener en parallèle, l'idée c'était de pouvoir étaler dans le temps les onboardings, que les premiers montrent l'exemple aux autres, et que ce soit plutôt progressif. Et ensuite, j'ai conservé tout ce qui avait bien fonctionné la première fois, donc le fait d'avoir un référent comme contact privilégié au quotidien, le fait d'avoir une ligne éditoriale individuelle, donc toujours travailler en tête-à-tête avec l'ambassadeur, un planning éditorial personnel, des propositions de poste et le reporting mensuel. Et pour l'animation du compte, cette fois, on s'adaptait aux souhaits de l'ambassadeur et surtout à son degré de maturité sur la plateforme. Certains étaient déjà actifs, d'autres pas du tout.
Et donc, on s'adaptait en fonction de ce qu'ils souhaitaient. Certains souhaitent aussi garder la main sur leur compte, d'autres donnent une délégation. Donc, c'est vraiment un peu à la carte. En termes de résultats, encore une fois, ils ont été très positifs. En quelques mois, on a réussi à onboarder 100% du COMEX. On a une présence beaucoup plus régulière, beaucoup plus importante de la part des membres du COMEX, des leaders. On a 20 à 60% de publications en plus sur l'ensemble de notre panel. On a bien sûr une visibilité en croissance, puisqu'on a 41% d'impressions en plus. On a des contenus qui sont beaucoup plus engageants. On essaie de travailler aussi différents formats visuels, d'incarner beaucoup les contenus pour avoir justement tout cet engagement. Et pour tous, on réalise un accompagnement au développement de la communauté, ce que je n'avais pas forcément fait dans la précédente branche par manque de temps. Là, l'idée, c'est que quand ils sont onboardés, on réalise une analyse de leur communauté et sur la base de leur périmètre d'activité, leurs fonctions évidemment, leurs objectifs aussi et leurs envies, on va leur proposer d'aller chercher d'autres cibles qu'ils n'ont pas forcément. Et notamment de s'adresser beaucoup plus à l'externe, puisque ça peut s'adresser à l'interne et à l'externe sur LinkedIn. Nous, on est vraiment sur un focus externe. Ensuite, côté collaborateur, on était sur une démarche un peu différente. Là, l'idée, c'était à la Poste, on travaille avec en tout cas à la direction de la communication, on travaille en lien avec une filière communication qui est implantée dans quasiment toutes les régions. Donc l'idée, c'était de co-construire cette démarche avec quelques régions et surtout avec un petit groupe d'ambassadeurs. Donc pendant 9 mois, on a travaillé sur l'identification des ambassadeurs. On a construit des lignes éditoriales par métier pour pouvoir guider les collaborateurs. On a travaillé sur des outils pédagogiques, donc des fiches pratiques, des vidéos e-learning. Et surtout, on a proposé des kits prêts à poster. J'y reviendrai un petit peu après. Ce qui nous a permis de généraliser la démarche 9 mois après, avec tous ces supports à notre disposition. Une fois qu'on avait bien co-construit et testé, on s'est dit, voilà, on peut se lancer. Donc, on l'a lancé en octobre dernier, donc c'est encore assez récent. Mais aujourd'hui, grâce à nos sensibilisations en collectif et nos accompagnements individuels, on a à nouveau des résultats qui sont très positifs, puisqu'on a sensibilisé plus de 1600 personnes à date. On a près de 70 kits prêts à poster. Donc les kits prêts à poster, c'est quand on a des temps forts commerciaux par exemple ou des sujets RH, RSE qui sont d'actualité, on va proposer des kits prêts à publier, prêts à poster, mais qui ont quand même une part de personnalisation à apporter pour essayer d'incarner le message. Mais en tout cas, ça permet de dépasser la barrière de la rédaction quand les personnes ne sont pas à l'aise pour rédiger. Ça peut être un des freins. Là, l'idée, c'était de leur donner un petit coup de pouce pour les engager dans la démarche. Et surtout, un des résultats aussi positifs, c'est qu'on a beaucoup moins de posts LinkedIn inadaptés. C'est-à-dire qu'on fait des interventions en lien avec les community managers internes pour expliquer ce que c'est. En tout cas, nous, notre réseau interne, réseau social interne, c'est Viva Engage. Et on explique la différence entre Viva Engage et LinkedIn. Qu'est-ce qu'on peut publier sur Viva Engage? Qu'est-ce qu'on peut publier sur LinkedIn? Et ça permet aussi de donner un socle de connaissances à tout le monde et d'éviter les dérives. On essaie de dire, voilà, si vous avez une fête de fin d'année, une célébration quelconque pour remercier vos commerciaux pour leurs bons résultats, voilà, il y a plein de choses que vous ne pouvez pas publier sur LinkedIn. Donc l'idée, c'est vraiment de montrer ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Pardon. Voilà, donc là, ça, c'est un petit extrait des vidéos qu'on a réalisées aussi avec Invox, justement. Un petit extrait, pardon, je ne vais pas vous les montrer, c'est juste une capture d'écran. Mais voilà, en tout cas, ce qui ressort de cette démarche qu'on a construite avec les territoires et ensuite qu'on a déployée, c'est qu'on a des retours très positifs. On a près de 85% des personnes qu'on a sensibilisées qui estiment que notre démarche est très utile et que ça leur apporte, en tout cas dans leur quotidien professionnel. Ils se rendent compte, par exemple,
qu'on ne dépense, que c'est un très peu de moyens financiers pour un impact, alors plus ou moins important selon sa communauté, selon le sujet aussi dont on va parler, mais en tout cas on se rend compte de l'effet possible avec peu de moyens financiers. On se rend compte, ils se rendent compte aussi que c'est un levier de notoriété, qu'ils ont bien vu l'effet entre une publication et le nombre de connexions qu'ils vont avoir sur leur compte. Et ensuite, on a aussi beaucoup de retours de la part des équipes commerciales qui nous disent qu'elles ont détecté des opportunités de business, qu'elles ont réussi à identifier une opportunité et surtout elles ont réussi à la transformer. C'est pas juste je capte une info, c'est comment je la transforme pour pouvoir en faire aussi un levier de développement du business. Bon, alors évidemment, là, je vous raconte que des trucs super positifs. Vous allez dire, ah bah c'est super, pas du tout de galère. Bon, si quand même, il y a eu quelques freins au moment où on a voulu lancer ces démarches-là. Je vous citais tout à l'heure le DG de la première branche dans laquelle j'étais qui freinait un peu des cas de fer pour y aller. Bon, bah globalement... au départ, certains manquaient de conviction, d'autres manquaient d'envie, mais en tout cas, ce qui était commun à tous, c'est qu'ils manquaient de temps pour y aller. Ça, c'est une réflexion qu'on avait quasiment systématiquement. C'est je n'ai pas le temps de faire ça, donc c'est aussi pour ça qu'on a voulu développer tous ces outils pour pouvoir leur donner un coup de pouce. Et en bonus, on avait aussi d'autres freins. Il y avait évidemment un peu de résistance au changement. Générationnel ou pas d'ailleurs, on peut être parfois un peu étonné. Beaucoup d'inquiétudes aussi par rapport à la confidentialité des informations. Qu'est-ce que j'ai le droit de publier, qu'est-ce que j'ai pas le droit de publier, et qu'est-ce que vous allez faire de mes données aussi? Est-ce que vous allez utiliser mon activité ou pas? Un frein aussi sur la légitimité à prendre la parole. Est-ce que j'ai le droit d'y aller ou est-ce que c'est que pour les patrons? Bon bah non, c'est pour tout le monde en fait. Beaucoup de questions sur la mesure de l'impact, et j'y reviendrai un petit peu après, et surtout une nouvelle habitude, une nouvelle routine à mettre en place. Donc c'est vrai que ça rejoint un petit peu la conduite du changement, c'est qu'il faut installer ça, notamment pour les fonctions commerciales. C'est vraiment un nouveau canal qui est à associer à tous les autres canaux historiques qu'on utilise dans sa fonction et qui peut vraiment apporter du plus. Clairement, quand j'ai lancé la démarche dans la deuxième branche, j'ai bien vu qu'en quelques années, les mentalités avaient beaucoup évolué. On voit énormément de dirigeants aujourd'hui prendre la parole sur LinkedIn, et on voit surtout beaucoup de collaborateurs le faire. Quand le DG, en tout cas, d'une branche ou d'une boîte commence à se prendre au jeu, à répondre aux commentaires ou à répondre à des messages privés, quand un commercial vous raconte qu'il a réussi à capter des opportunités commerciales et surtout à les transformer, et quand une DGA vous dit qu'elle a réussi à entrer dans un cercle professionnel qu'elle convoitait grâce à LinkedIn, voilà, et il y en a encore pas mal des belles histoires. Bon, bah, on peut considérer quand même que c'est gagné. Donc, si je devais résumer, pour vous, en tout cas, si vous avez envie de lancer la démarche chez vous, ce qui fonctionne, pourquoi ça a fonctionné pour les leaders, je pense que un des premiers points, en tout cas importants, c'est de donner du sens avec un onboarding individuel, d'expliquer pourquoi pourquoi c'est important d'être présent sur LinkedIn, en tout cas si la personne n'est pas moteur. Autre point super important, c'est évidemment de mettre à jour le profil et d'accompagner au développement du réseau. Parce que si la personne n'a pas de contact, elle pourra prendre la parole autant de fois qu'elle veut, ça n'aura bien évidemment pas d'impact, ou en tout cas un impact très limité. Et autre point qui est très constructif au départ de la démarche, c'est de construire avec l'ambassadeur sa ligne éditoriale. On définit ensemble cette ligne éditoriale pour savoir quels sont ses objectifs, à qui il souhaite s'adresser, quelle tonalité il veut avoir. Ensuite, travailler main dans la main avec le référent, j'en ai pas mal parlé, qui va donner des éléments de langage, qui va donner des éléments d'agenda. On rythme les prises de parole aussi avec un planning éditorial qui est personnel, mais on travaille aussi les synergies entre les ambassadeurs. Et surtout, on suit les indicateurs chaque mois. Très important pour donner une évolution et donner envie de continuer. Ce qui fonctionne maintenant pour les collaborateurs, c'est que nous, on a co-construit la démarche avec les territoires et avec des ambassadeurs. Donc ça a eu beaucoup plus de force quand on a voulu déployer ensuite. On a eu des retours d'expérience qui étaient très, très forts. On s'adapte aux différents métiers quand on transmet les codes. On leur donne confiance et on leur donne légitimité dans le fait de prendre la parole.
On les fait réfléchir aussi sur leur ligne éditoriale, bien sûr, sans aller jusqu'à la formalisation comme on le fait pour les leaders. On est disponible, je vous l'ai dit, j'ai une équipe de 2, maintenant 3 personnes. On a créé un espace dédié sur notre SharePoint de branche. On a des rendez-vous récurrents, des webinaires, on a beaucoup de ressources pédagogiques, on a les kits de prise de parole dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on a vraiment énormément d'éléments à valoriser. Et voilà, sur les indicateurs juste de performance, c'est plus facile de les suivre pour les leaders parce qu'on utilise un outil qui s'appelle Shield qui permet d'avoir les données individuelles. Par contre, pour les collaborateurs, c'est plus risqué, surtout d'un point de vue respect de la vie privée. Donc nous, on va plutôt suivre des indicateurs de déploiement de la démarche. Le nombre de personnes sensibilisées par région versus le nombre de collaborateurs, le nombre de personnes qui ont un profil, qui publient, etc. Si je devais le refaire une 3e fois, c'est sûr que je garderais la stratégie et le déploiement distinct entre les leaders et les collaborateurs, un process qu'on respecte, des outils collaboratifs efficaces, on utilise Notion, SalesNav, Teams évidemment, des objectifs clairs et mesurables, un environnement propice où on est dans le conseil, on est dans la pédagogie, c'est ce qu'on disait en introduction, c'est vraiment beaucoup de disponibilité et de professionnalisme pour accompagner toutes ces personnes. Un travail constant sur la communauté, on ne s'arrête jamais de travailler sur son réseau et sa communauté, et surtout de la régularité dans l'activité. C'est ça qui est valorisé par l'algo LinkedIn. Le post, c'est presque la cerise sur le gâteau, mais tout ce qu'on va faire à côté, le like, le commentaire, le repartage avec une note, etc., voilà, c'est une nouvelle habitude à installer, mais on n'est pas obligé forcément de publier. Et bien sûr, on analyse les performances et on raconte des belles histoires, notamment aux managers, parce que c'est eux, en tout cas, qui, dans mon entreprise, nous ont fait intervenir, nous font intervenir dans leurs équipes. Donc, s'ils n'ont pas connaissance de l'impact de la démarche, forcément, on va pas réussir à les convaincre. Voilà, et donc ce que j'ai appris en chemin, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir un post LinkedIn pour exister, il faut vraiment oser interagir, oser trouver sa voie, prendre la parole, publier, c'est la cerise sur le gâteau, mais surtout accompagner celles et ceux qui ont envie de le faire, parce que l'influence, c'est pas une affaire d'ego, en tout cas c'est mon point de vue, c'est une affaire de confiance, de transmission et de cohérence de discours dans l'entreprise. Et quand on aligne les bonnes personnes, les bons messages et les bons outils, alors oui, ça fonctionne et ça transforme.